C'est l'heure du sonneur. Et pour notre sonneur, je suis comme toujours très heureuse de retrouver Régis de Castelnau. Bonjour à vous. Bonjour Clémence. Alors, oui. Oui, notre Alexandre. Ah, le voilà. Regardez, il arrive. Il est en retard. Pour ceux qui n'avaient pas l'image, on aurait pu faire croire qu'il était déjà là. Il n'a pas intégré le changement d'heure. Exactement, mais ça c'était difficile pour tout le monde. On va peut-être faire une émission spéciale d'ailleurs. C'est insupportable ces changements d'heure. Alexandre Langlois, bonjour à vous. Bonjour. Non, je cherchais le lien de l'émission et je ne le retrouvais pas. J'ai pris un vieux lien, mais heureusement ils marchent tous. Voilà, vous savez, tous les petits. Attention, parce que tout le monde va venir se connecter maintenant à toutes les heures si vous le dites que tous les liens fonctionnent. Alors, pour celui qu'on a d'habituellement avec Régis. Après, je ne sais pas si ça fonctionne pour les autres. Attention, donc pas de message pour les autres à venir se connecter comme ça. Surtout pas dans votre chronique, dans votre rendez-vous. Régis, je rappelle votre livre Une justice politique aux éditions L'Artilleur, Alexandre Langlois. Essayez la démocratie au bal masqué de la Macronie, édition Talma. On va reprendre évidemment les dernières actualités autour de Marine Le Pen et de sa condamnation. Alors, la Cour d'appel, je le rappelle, a dit donc mardi qu'elle a envisagé un nouveau procès dans des délais relativement courts, ce qui permettrait de rendre une décision, donc a priori à l'été 2026, donc avant évidemment les élections présidentielles. Donc ça, c'est un élément important. Le président de la République qui a pris la parole aussi hier en sortant de son Conseil des ministres, il a dit: je veux rappeler 3 choses simples, que l'autorité judiciaire est indépendante, que les magistrats doivent être protégés et on droit d'être respectés, que les magistrats doivent être protégés et ont le droit, on va dire, d'être respectés, que tous les justiciables ont droit au recours. Voilà ce qu'a dit notre cher président de la République. La procureure générale de Paris a également précisé que le fait qu'il y ait un appel ne représentait aucunement un quelconque désaveu contre le recours qu'elle avait fait. Et puis les écologistes ont lancé une contre-manifestation contre Marine Le Pen. Notre démocratie est menacée, a dit Marine Tondelier. Et donc, ils organisent une initiative de défense de notre état de droit, de leur état de droit, dimanche, face à la mobilisation populaire souhaitée par le Rassemblement national. Voilà un peu ce qui se passe. Et puis aussi, dernière nouvelle, côté médias, l'Arcom, vous savez, l'autorité de régulation audiovisuelle numérique, a été saisie à plusieurs reprises depuis 2 jours. Elle est chargée d'évaluer si les médias de Bolloré, donc CNews, Europe 1, manquent à leurs obligations en matière de pluralisme et d'honnêteté dans la présentation des informations. Et si vous allez chercher un peu, moi je vous lis là un extrait du Monde. Le Monde explique ce qui est reproché exactement cette fois-ci à CNews Europe 1. Eh bien, je lis Le Monde. Par 2 fois, les médias du groupe Canal+ ont paru unanimes à condamner d'abord une décision de l'autorité de régulation audiovisuelle et numérique, ça c'est quand même très mal, puis une décision de justice, au point que l'on peut s'interroger sur le respect de leurs obligations en matière de pluralisme, d'honnêteté et dans la présentation des informations. Et notamment, ce qui est visé, c'est un édito de Pascal Praud que je vous propose d'écouter ici. Puis ensuite, on va décrypter toutes ces dernières actualités autour de l'inéligibilité de Marine Le Pen. Mais écoutons Pascal Praud. Dans quel pays empêche-t-on une candidate à l'élection présidentielle, candidate présentée comme favorite du scrutin? Dans quel pays un juge, 2 juges, 3 juges décide-t-il que ce candidat est empêché? 9 personnes avaient décidé l'interdiction de C8. Cette fois, 3 juges ont stoppé Madame Le Pen. Et cette décision est sans appel, sans recours. Bon, alors je comprends pas trop le sans recours, mais c'est pas grave. Sinon, je suis ravi de vous donner la parole. On va commencer par Régis. Ah, mon Dieu. Vous savez, par où commencer? Non, mais on a des bouffées de désespoir comme ça. On se dit, je rappelle quand même, tiens, je vais me faire ma pub, mais enfin, je sais pas, il doit plus y en avoir beaucoup dans les rayons. J'ai publié ça, 600 pages, excusez-moi, pour expliquer tout ça. J'annonce dans ce bouquin ce qui va se passer, c'est-à-dire comment la justice est instrumentalisée à des fins politiques, comme aux États-Unis avec le lawfare contre Donald Trump, contre naturellement ce qui s'est passé récemment en Roumanie, dénoncé par le vice-président américain Vance à son discours de Munich. Et puis, je constate que, j'ai l'impression de labourer la mer, quoi. C'est-à-dire que j'essaye d'expliquer techniquement comment ça se présente, que la justice doit être indépendante est un espèce de mantra débile. La justice, elle doit être impartiale et en aucun cas, elle ne doit être politique. Or, l'affaire qui vient de se produire, la décision
qui a prononcé l'inéligibilité de Marine Le Pen a quand même un résultat, comme en Roumanie. On empêche un candidat. Alors après, on va me dire, il y avait des raisons, etc. Sauf que la justice, à qui il ne faut pas faire confiance. Comment dire, la justice repose sur la défiance vis-à-vis de l'homme juge. Je disais toujours à mes étudiants, il ne faut pas faire confiance à la justice parce qu'elle est rendue par des gens comme moi. Oui. D'accord? Donc il faut qu'il y ait collégialité, des règles strictes de débat contradictoire pour rapprocher la vérité judiciaire qui parfois entretient des relations assez lointaines avec la vérité objective. Il faut qu'il y ait des recours en appel, il faut qu'il y ait des recours en cassation. Donc il y a véritablement un dispositif qui témoigne de la défiance vis-à-vis de l'homme juge. Donc il y a une décision qui a été rendue. Moi j'ai lu en partie cette décision parce qu'elle est très longue, mais c'est ahurissant, ça n'est pas un jugement, c'est un tract. Et lorsque je discute de ça, j'ai publié encore hier un article pour montrer techniquement comment le contrôle du soi-disant détournement de fonds publics par le juge concernant les parlementaires était une hérésie juridique qui a été créée par la Cour de cassation d'ailleurs au travers de jurisprudences parfaitement voulues pour justement mettre le politique sous le contrôle et sous la dépendance de la justice en violation absolue de la séparation des pouvoirs. Et je constate que, ben non, je veux dire, quand je vois, y compris sur mon propre blog, les commentaires, ah oui, mais comment, si le juge ne peut pas contrôler, attendez, le juge ne doit pas contrôler l'activité politique. Le juge, il n'a aucune légitimité démocratique particulière. Il n'a comment dire, il a un permis de juger à la suite d'études qui ne sont pas les plus difficiles du monde. Je les pratique depuis 53 ans. Excusez-moi, ça donne une certaine expérience. Et qu'est-ce que je constate? Que malheureusement, les Français ont aussi une culture démocratique très faible. C'est l'électeur qui contrôle l'élu, celui qui l'a élu. Ça ne veut pas dire que ce soit un permis de commettre des infractions. C'est complètement stupide de dire ça. Hein. Si vous utilisez les moyens matériels dont qu'on vous donne, pour exercer votre mandat, si vous les utilisez pour faire du trafic de drogue, vous serez poursuivi pour trafic de drogue. Si vous les utilisez pour faire du proxénétisme, vous serez poursuivi pour proxénétisme. Mais là, qu'est-ce qu'on vient dire? On vient dire que vous avez mal utilisé, parce que je contrôle le caractère politique ou insuffisamment politique de la façon dont vous avez utilisé vos moyens. Qu'est-ce qu'on dit au Rassemblement national? Vous êtes élu, attention, on vous donne pas de l'argent. On va salarier des attachés parlementaires qui vont travailler pour vous. Et là, le juge, qu'est-ce qu'il vient dire? Il vient dire, vous vous rendez compte, ils ont travaillé pour le parti, ils ont fait de la politique, hein, c'est pas normal. Et comme dit le jugement, Marine Le Pen est contre l'Europe, hein, donc on va, parce que c'est explicitement dit dans le jugement, on va l'empêcher d'être présidente parce que, c'est dit comme ça, parce que ce serait un trouble à l'ordre public que quelqu'un comme ça puisse se présenter à l'élection. Je veux dire, et ça, je suis tout à fait désolé, les sondages le démontrent, les Français sont d'accord parce que ils détestent les magistrats, ils détestent les journalistes, mais ils détestent encore plus les politiques. Donc si on tape sur les politiques, ils sont contents. Donc je trouve ça assez désespérant. Oui. Alors, et peut-être sur l'Arcom, vous voulez dire un mot? Oui, bien sûr. Ben, sur l'Arcom, mais ça montre bien la décomposition de notre pays, parce que là, je parle un petit peu du fait que je suis un peu désabusé, parce que ça, c'est cette spécialité. Je me suis beaucoup donné pour essayer d'expliquer, mais je constate que ça part par tous les bouts. L'Arcom qui vient dire comment ça, vous avez dit ce que nous, on ne souhaitait pas entendre, parce que c'est quasiment explicitement ça, hein, et c'était pas honnête cette présentation, y compris présentation des faits. Coucou l'Arcom, la guerre en Ukraine sur LCI, où on a dit n'importe quoi, on a insulté, on a traité les Russes de cafards, on a dit que ils attaquaient avec des pelles, on a menti pendant 3 ans, vous n'avez pas bougé un cil, et là maintenant vous poursuivez des gens qui se sont permis de critiquer une décision de justice, ce que je passe mon temps à faire
depuis qu'elle a été rendue, mais déjà auparavant, sur d'autres, naturellement. En particulier, par exemple, parce qu'on est quand même dans le pays où ce sont les magistrats qui choisissent qui sera président. Hein. Fillon devait être élu, il a été liquidé sur le plan judiciaire pour permettre l'élection de Macron. Et depuis que Macron a été élu, eh bien, il est protégé. Hein. Alstom, McKinsey, etc., tranquillement, l'Arcom aussi, hein, bien évidemment, le protège. Donc non, si vous voulez, ça me désole un peu qu'il n'y ait pas plus de réactions. Moi, je suis désolé, en Roumanie, il y a eu des grandes manifestations dans les rues. Chez nous, rien. Chez nous, rien. On a les Verts qui vont faire une contre-manifestation. Et j'ai vu la déclaration de Marine Tondelier. C'est vertigineux de bêtises. Hein. Quand elle vient dire, ah oui, je comprends que les juges, hein, parce que Marine Le Pen, elle est méchante, je comprends que les juges ne veulent pas qu'elle soit élue, donc ils ont raison. Pardon? Pardon? C'est mon pays, ça. Je vais pas sangloter ce matin, mais il y a des moments où... Oui, on vient de désabusé. Je sens un peu désabus. C'est moins qu'on puisse dire, voilà. Alexandre. Moi, je trouve qu'il y a des choses rigolotes quand même dans cette histoire. Il y a déjà Marine Le Pen qui avait demandé l'éligibilité de plein d'élus. Oui. Donc c'est l'arroseur arrosé au final. Alors ça, c'est un traitement. Ça, vous avez raison, Alexandre Langlois, parce qu'elle a voulu jouer cette carte aussi, en général du système d'ailleurs. Hein. Tout ça, on peut l'interroger. Et maintenant, ce système, justement, ne lui sert pas la soupe. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça aussi. Donc arroseur arrosé, on prévoit des choses pour le museler ses opposants. Quand ça nous tombe sur nous, ça devient injuste. Donc on est toujours sur la même chose. Dès qu'on censure un opposant, tout le monde est content dans un d'abord, et puis l'autre, quand ça tombe sur le bord opposé, là, du coup, ça devient scandaleux. Oui. Et ça, ils sont tous très forts pour le faire. Et à côté de ça, on évite de parler du vrai sujet de fond, que Marine Le Pen soit condamnée, etc. C'est le problème de l'inéligibilité qui peut être prononcée par un juge. C'est ça le problème, qu'elle soit condamnée pour ce qu'elle a fait, très bien. Oui, qui sont des délits. Hein. Voilà, l'éligibilité, ça devrait être justement le peuple qui peut décider. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, c'était l'exemple américain. Il s'était posé la question pour Trump. Est-ce qu'on peut voter pour un président qui est condamné, voire en prison? La réponse a été oui. Donc, du coup, ça aurait pu être la même chose en France. On peut voter pour des gens condamnés. D'ailleurs, des gens condamnés qui sont élus régulièrement. Bon, je ne parle pas de ceux qui passent entre les gouttes, qui se font esquiver, qui arrivent à la tête du Conseil constitutionnel ou des choses comme ça, ou Premier ministre. Pour la même chose. Ou député. Député, mais je parle à M. Bayrou parce qu'en plus, lui, c'était les assistants parlementaires également. La même chose, et il est Premier ministre. Donc, j'ai envie de dire, à partir de là, Mme Le Pen a choisi le mauvais cheval. Elle aurait dû miser Premier ministre plutôt que chef de l'opposition. Derrière, bien voulu. Oui. Non, mais voilà, mais c'était pour Jordan Bardella, a priori, enfin, dans les arrangements. Donc, voilà, donc elle n'aurait pas été sauvée. Donc, ça, c'est le côté arroseur arrosé qui esquive le problème de fond où tous les politiques demandent l'inéligibilité pour leurs opposants, mais pas pour eux-mêmes. Donc, une fois de plus, c'est comme d'habitude, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, appliquez. Elle avait demandé pour qui, Marine Le Pen, vous vous rappelez? Je ne sais plus, elle a demandé plusieurs fois. Il y a des gens qui ont fait des compilations sur Internet de petites demandes d'inéligibilité, ou comme un petit peu quand Sarkozy disait que les multicondamnés étaient pénibles. Enfin, les politiques, au bout d'un moment, ça se retourne contre eux. Ils devraient réfléchir qu'un jour aussi, ils pourraient devenir justiciables et qu'ils ne sont pas au-dessus des lois. Donc, ça les remet les pieds sur terre, mais ça n'enlève pas le problème démocratique. Ensuite, sur la contre-manifestation, par exemple des Verts, du coup, la démocratie, ça me choque aussi. C'est que la démocratie est en danger. C'est qu'ils devraient se battre sur le problème de l'inéligibilité et pas de se dire « Oh là là, on a un opposant en moins, c'est trop bien. C'est génial, ils ont critiqué les juges. » Voilà. Non, je trouve ça contre-productif et surtout antidémocratique. Surtout qu'ils peuvent se réjouir autant qu'ils veulent. Le Rassemblement national aura un candidat. Ce ne sera pas forcément Marine Le Pen, mais il y aura un candidat quand même. Donc, au final, on ne lutte pas contre des idées en les censurant. Ça reste toujours mon idée. On lutte contre des idées en débattant. Et la meilleure idée doit gagner. Jean-Luc Mélenchon a été un peu plus nuancé d'ailleurs là-dessus. Hein. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec les mesures exécutoires, mais qu'il condamnait, bon, tout de même, hein, ça reste Jean-Luc Mélenchon, les hordes de voyous d'extrême droite qui sont allés menacer la juge. Mais en tout cas, il condamne ces mesures exécutoires. C'est-à-dire qu'il est dans les mêmes problèmes d'affaires juridiques qui pourraient lui arriver, la même chose à des gens de son camp ou lui-même, d'être inéligible. Donc, il est dans les mêmes problèmes. Il a même fait un documentaire ou un livre, je ne sais plus, un documentaire sur le lawfare et comment utiliser la justice pour museler les oppositions. Donc, il aurait tenu un discours opposé, il nous aurait fait du Macron du en même temps. Donc, il essaye de garder une certaine cohérence en disant on ne peut pas instrumentaliser la justice pour empêcher des personnes de se présenter. Ensuite, la petite déclaration, la justice est indépendante. Donc là, je laisse pour les juges, Régis l'a rappelé très très bien. Mais sur les procureurs, je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, quand il est arrivé, les procureurs qui font les réquisitions, qui sont encore en train de donner des conseils et de dire ce qu'il faut faire, sont nommés par l'exécutif. Et Emmanuel Macron l'a rappelé régulièrement, les
procureurs sont aux ordres du pouvoir exécutif, à tel point que même Emmanuel Macron les nomme. Je rappelle l'affaire du procureur de Paris, M. Hertz, où Macron l'a nommé contre l'avis de tout le monde. C'est-à-dire que c'est bien le pouvoir exécutif qui décide d'une partie de la justice, notamment celle qui fait les poursuites. Et enfin, tous les juges sont des gens qui dépendent du ministère de la Justice, et donc leur carrière et leur déroulé de carrière dépend du bon vouloir de politique. Donc, des fois, sans falloir être acheté, il y en a juste qui sont carriéristes et qui sont prêts à cirer les pompes à tout le monde pour pouvoir avoir leur place, la place suivante. Je repense par exemple à mon ami le procureur Molins, qui dans l'affaire Benalla a été très sage pour confirmer sa nomination en tant que procureur général du Conseil d'État. Donc voilà, donc il y a des petits services rendus, on continue de s'avancer, où on est plus sur une justice effectivement très politique, pour reprendre le titre d'un livre célèbre, mais il y a ça. Ensuite, sur l'Arcom aussi qui veut censurer, en tout cas qui vient mettre son grain de sel. L'Arcom, déjà, il y a un petit côté désuet de l'Arcom, hein, parce qu'ils ont censuré C8. Non, mais on va se le dire, ils peuvent censurer les chaînes TNT. Qu'est-ce qu'a fait Canal+ en réaction? Ils ont dit on enlève toutes nos chaînes de la TNT. On s'en fout. Les gens reçoivent la télé par leur box. C'était presque une libération, je crois, financière. Voilà. Oui. On passe par les box Internet, on passe par Internet et finalement, on n'a pas besoin de l'Arcom. On peut se mettre où on veut. Donc, en fait, l'Arcom, c'est un anachronisme des gens qui croient qu'on est encore dans les années 60 où il y a l'ORTF, donc l'ORTF où il n'y avait qu'une seule chaîne de télé, hein, et qui peuvent tout contrôler avec l'Arcom. Bon, donc ça montre que ce n'est pas très efficace. Et ensuite, sur le fond de l'histoire, en dehors du fait qu'ils sont obsolètes, le fait les journalistes et les gens sur les médias c'est des médias d'opinion. Ils peuvent aussi donner ce qu'ils pensent. Ah oui. On n'a jamais dit que CNews était objectif. Je vais prendre la presse écrite. Si on lit l'Humanité ou l'Incorrect, on n'a jamais dit que c'était des presses qui étaient objectives. Chacun donne des faits et les analyse selon son prisme de lecture. Oui. C'est la même chose pour CNews. Et qu'est-ce que recommander régulièrement pour avoir un esprit critique et savoir se faire sa propre opinion? C'est de regarder différents médias. Si on ne regarde qu'un seul, on sera conforté dans son idée, mais on n'aura pas beaucoup évolué. Bon, très bien. Mais après, si on regarde CNews, on regarde LCI, on regarde BFM et on regarde surtout des médias alternatifs comme Toxa, ça permet d'avoir quelque chose de global et de se forger sa propre opinion. Donc, en fait, l'Arcom est en train de dire, très clairement, ne vous formez pas votre opinion, on doit vous fournir une opinion prémâchée. Et ça, pour la démocratie, ça me semble aussi également très dangereux de formater les gens à une opinion vraie, plutôt que de se dire on accepte le pluralisme d'opinion dans la presse et dans le journalisme pour que les gens puissent se forger leur opinion. Donc pour le moment, toute cette séquence, en dehors de la condamnation de Marine Le Pen qui est rigolote parce que c'est ce qu'elle demandait pour d'autres, c'est la démocratie qui est attaquée sur tous les points. Et ça, je n'ai pas entendu beaucoup de monde en parler, de façon sur le fond. Sur la forme, tout le monde est en train de s'exclamer selon ses intérêts de chapelle. Voilà. Alors, oui. Clémence, excusez-moi. Est-ce que vous voulez pas juste écouter, on a le son de Marine Le Pen qui demande l'inéligibilité, puis après je vous donne la parole, Régis. Comme ça va vous mettre de bonne humeur en plus, je suis sûr. Allez, on écoute. Alors les Français ne sont pas dupes, je vous rassure. Et encore une fois, tout le monde est éclaboussé, mais parce qu'il le mérite. L'UMP et le PS ont des listes de condamnés qui sont inouïes. Je propose d'ailleurs aux Français d'aller regarder sur Internet. Ils tapent élu socialiste, je me demande si la première occurrence c'est pas condamné. Et pareil pour l'UMP. Et ils cherchent à dire, ah ben vous voyez, Front National, ben non. Le Front National non. Et moi ma veste elle est immaculée. Voilà. Et ils auront beau essayer de s'agiter, ils n'arriveront pas à me salir parce que j'ai une éthique, j'ai une morale, que je m'y tiens et que moi, quand je réclame l'éthique et la morale, je me l'applique à moi-même. Alors justement, est-ce qu'il faut un référendum sur la moralisation de la vie publique, politique, comme le souhaite par exemple François Bayrou? Oui, il le faudrait, mais que l'opposition réclame ça, c'est normal. Mais il me semble quand même qu'encore une fois, le Parti Socialiste a tous les pouvoirs. Et puis pour voter quoi? Parce que moi, j'ai entendu le président de la République dire « Oui, ce qu'il faudrait, c'est rendre inéligible la vie, ceux qui ont été condamnés. » Jusque-là, j'étais parfaitement d'accord, c'était dans mon projet présidentiel. Pour corruption et fraude fiscale. Ah bon? Et pourquoi pas le reste? Mais alors pourquoi pas pour favoritisme? Pourquoi pas pour détournement de fonds publics? Pourquoi pas pour emploi fictif? Ah bah c'est sûr que là, ça ferait tomber un certain nombre de personnes au Parti Socialiste, et y compris le chef du gouvernement, qui donc ne pourrait pas être à la place à laquelle il est. Voilà. Voilà, elle propose l'inéligibilité à vie, elle, pour emploi fictif notamment. Bon, alors, Régis. Vous voulez vraiment me pousser dans la dépression nerveuse? Non, c'est pas... Non, mais moi je la connaissais pas en entier, elle est dramatique. Elle est dramatique, cette remarque, mais enfin, alors c'est vrai qu'il y a eu les années de folie qui ont débouché ensuite sur la loi sur le financement. Oh oui, il y a eu plein de lois, le financement public de la vie politique, mais
c'est vrai qu'il y a eu, tout un tas d'affaires extrêmement graves, mais venir jouer les parangons de vertu comme ça, en sachant qui est-ce qui tient le manche? Des gens qui vous détestent, Madame Le Pen. Vous pouvez réfléchir à ça? Et moi, je veux dire, je la connais pas personnellement, mais j'avais cru comprendre qu'elle me lisait, qu'elle lisait mes articles, elle avait compris un petit peu ce que je disais concernant le rôle de la justice. À ce propos, Alexandre, le documentaire L'Affaire, enfin, j'ai participé de façon assez importante à sa réalisation. Hein, effectivement. Mais pourquoi est-ce que aujourd'hui il est nuancé, notre ami Jean-Luc Mélenchon? C'est qu'il est le prochain sur la liste. Bah, bien Il a sûr. parfaitement arrivé le truc. Alors quand tu dis, Oui. oh, les gens d'extrême droite qui ont agressé la magistrate, moi je me rappelle d'un gars qui s'était jeté sur un policier qui était devant une porte pendant une perquisition en lui hurlant dessus, je suis la République, ma personne est sacrée. Donc c'est un peu terrible parce que ça donne une image. Ça donne une image du monde politique qui n'est absolument pas à la hauteur. Alexandre a entièrement raison. Ils passent leur temps à faire de la politique par juge interposé. C'est tellement pratique de dire tiens, le juge va leur tomber dessus. Moi, je risque rien. Vous savez, c'est comme les accidents de voiture. Je ne respecte pas les limitations du test, mais moi, au moins, je sais conduire. Ben non, ça va te tomber dessus un jour et à ce moment-là, tu vas te mettre à miauler. Euh, Alexandre a raison concernant cette peine accessoire d'inéligibilité. Il y a l'affaire de la maire de Montauban, Madame Barège, qui était avocate, qui était maire et qui a été condamnée en première instance manifestement à un règlement de compte. Et en première instance, je parle bien du règlement de compte, c'était son opposition qui avait fait la procédure, qui avait déposé plainte, et elle a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. Elle a été démissionnée immédiatement, elle a été relaxée en appel. Tous ses mandats étaient perdus, etc. Alors, elle s'est présentée à l'élection législative, elle a été triomphalement élue. Ça vous parle pas, ce petit précédent, messieurs les magistrats, messieurs les commentateurs, messieurs les Verts? Alors, Alexandre, j'ai une proposition. J'ai une proposition concernant, parce que ce problème, si un élu est condamné, un élu ou un politique est condamné, mais un élu en particulier, il faudrait prévoir, c'est pas pour le président de la République, puisque lui, il a l'immunité, mais il faudrait prévoir pour tous les mandats, à ce moment-là, dans la circonscription considérée, c'est pas compliqué à organiser, on fait un référendum révocatoire, en disant, voilà, il y a une décision définitive de condamnation qui a été rendue, eh bien, on va organiser un référendum révocatoire. Est-ce que vous voulez que cette personne reste élue ou qu'elle soit révoquée? C'est pas compliqué à réaliser ça, surtout aujourd'hui avec le numérique, etc. Ouais. Ce sont pas c'est des élections qui nécessiteraient une organisation, le branle-bas qu'on fait avec les urnes, etc. On pourrait prévoir quelque chose par les voies numériques avec naturellement un contrôle, et à ce moment-là, c'est l'électeur qui décide après une campagne. Moi, je trouve que ce serait la façon. Je trouve on donne beaucoup trop de pouvoir politique aux magistrats. Je les connais. C'est normal d'ailleurs qu'ils soient subjectifs. C'est normal. Je le suis. Hein. C'est pour ça il y a toutes les règles dont j'ai parlé. Donc, il ne faut pas leur donner trop d'espace dans le domaine de la liberté politique. Oui. Je ne veux pas dépendre de ces gens que je connais du point de vue politique, qui doivent pas me dire pour qui je dois voter. On se fait encore des amis aujourd'hui. En tout cas, les gens aiment quand vous vous fâchez, Régis, je vous le précise. Hein. Tout le monde dans le chat est très content. N'hésitez pas, chers amis, si vous êtes contents, vous mettez des pouces. On est déjà très très nombreux ce matin. Ça démarre très très fort. Et évidemment, je comprends, grâce à Alexandre Langlois et Régis de Castelnau. Mais surtout, mettez une tonne de pouces. On a besoin de ça. Vous savez que malheureusement, ça fonctionne vraiment. On a vraiment besoin de ça pour continuer de monter dans les algorithmes et être plus visible pour ceux qui ne nous connaissent pas par cœur et qui ne connaissent pas le rendez-vous. D'ailleurs, n'hésitez pas aussi à aller appeler des amis. C'est vraiment la meilleure solution parce qu'on n'a pas de communication, vous le savez. Alors, on revient Clémence, sur les... juste Oui. avant de changer de sujet, parce que j'ai un dernier petit truc que j'ai D'accord. oublié mais qui me semblait Accordé. important. Merci, c'est gentil. C'était sur la critique de la décision de justice et des manifestations qui sont appelées pour critiquer la décision de justice. Donc aujourd'hui, on a un ministre de la Justice, M. Darmanin, qui est quand même dit c'est pas bien, tout ça, la justice indépendante. Bon, alors je voulais rappeler une petite anecdote de décembre 2020.
Allez-y. Monsieur Darmanin, à l'époque, était ministre de l'Intérieur. À ce Oui. moment-là, le problème de la police, c'était la justice. Mais ça a changé depuis qu'il a changé de poste. La chose suivante, il y avait une manifestation de policiers à Tours qui critiquait un policier, enfin la justice condamnait un policier qui avait été reconnu coupable de violences policières. Et donc, du coup, il y a eu des. Donc, je rappelle, 2020, c'était encore période Covid, il y avait des couvre-feux, tout ça. Les policiers sont allés défiler en armes devant le tribunal. Voilà, pendant la soirée. Le président du tribunal de Tours avait écrit une lettre ouverte en disant c'est quand même scandaleux que des policiers en armes viennent critiquer une décision de justice, qui fassent appel, qui donnent leur truc, mais qui viennent manifester en armes devant mon tribunal. Ça me pose problème. La réponse de M. Darmanin a été un grand silence et aucune sanction pour les policiers qui avaient fait ça. Voilà, donc aujourd'hui, quand il vient la ramener en tant que ministre de la Justice, je voudrais qu'on le rappelle que c'est quand même un sacré arriviste qui fait des calculs politiques et qui n'est pas du tout sur l'indépendance de la justice, mais surtout son petit profit personnel. Voilà. Merci Alexandre. D'ailleurs, il y en a aussi qui disent que vous êtes leur chouchou dans le chat. Donc comme ça, tout le monde est apprécié dans cette chronique, c'est parfait. Allez, tout à l'heure, on parlait de l'ARCOM et vous disiez justement, Alexandre, que c'était désuet, voire anachronique. Mais en revanche, il y a de nouvelles armes qui sortent aussi. Je vous rappelle, on va revenir sur une décision du Conseil d'État, mais je vous rappelle qu'en raison des troubles à l'ordre public qui s'étaient déroulés en Nouvelle-Calédonie en mai 2024, le gouvernement avait décidé, 1, de déclarer l'état d'urgence, et 2, d'interrompre l'accès aux réseaux sociaux, au réseau social TikTok, notamment sur le fondement de circonstances exceptionnelles, etc. etc. Eh bien, il y a des associations et des particuliers d'ailleurs qui avaient saisi ces décisions devant le Conseil d'État. Et le Conseil d'État a rendu sa décision le 1er avril sur ce sujet. Il s'est prononcé. Et alors, c'est intéressant parce que donc, il précise les conditions dans lesquelles le Premier ministre peut désormais interrompre provisoirement l'accès à un réseau social. Donc, en cas de circonstances exceptionnelles, une interruption peut être légale, dit-il, mais à 3 conditions. Qu'elle soit indispensable pour faire face à des événements d'une particulière gravité, qu'aucun moyen technique ne permette de prendre immédiatement des mesures alternatives moins attentatoires aux droits et libertés, et que l'interruption soit prise pour une durée limitée nécessaire à la recherche et à la mise en place de ces mesures alternatives. Donc, en l'espace, le Conseil d'État juge que la décision du Premier ministre d'interrompre TikTok ne respecta pas l'ensemble de ces conditions, mais on comprend donc que en droit, on peut considérer que c'est légal si ces 3 conditions posées par le Conseil d'État sont respectées. Alexandre Langlois, je vous fais réagir puisque vous parliez d'un ARCOM obsolète. Là, on voit de nouvelles possibilités, en tout cas, de censurer certaines prises de parole. Alors, c'est pareil aussi. Donc, on va commencer sur le côté technique. C'est aussi un petit peu se dire que les gens n'ont pas de VPN, donc des moyens de se connecter dans d'autres endroits que la France. Donc, ce qui veut dire qu'ils peuvent censurer sur le territoire français, voire européen. Mais si quelqu'un a un petit VPN et dit, tiens, mon ordinateur, on fait croire qu'il est connecté dans un autre pays du monde, eh ben, je pourrais quand même me connecter à mon réseau social. Et aujourd'hui, le cœur de cible des réseaux sociaux qui surréagit à chaque fois, c'est plutôt les jeunes générations qui sont très au fait de ces techniques. Donc, je veux dire, au niveau de… Oui. Ça peut rassurer peut-être le gouvernement, mais au final, au niveau efficacité, ce sera un petit peu zéro. Donc, ils l'ont déjà utilisé, la censure des réseaux sociaux en Nouvelle-Calédonie. Ils avaient voulu le faire en Guadeloupe. Ils en avaient déjà parlé au moment de l'affaire Naël. Donc, c'est quelque chose qui revient en boucle à chaque fois. Cette petite musique, on veut censurer, censurer, censurer. Et avec quelque chose d'amusant sur la censure des réseaux sociaux, je le raconte aussi, c'est qu'à l'inverse, c'était par exemple pour les élections européennes, la propagande qui avait été faite, il y avait tout un canevas pour dire sur les réseaux sociaux, etc. Et à l'époque, Twitter, qui est encore Twitter, avait censuré la campagne de Renaissance et du gouvernement français, plus exactement, qui faisait la promotion d'un parti. Donc, du coup, les réseaux sociaux avaient censuré la propagande gouvernementale pour non-respect des propres règles du gouvernement. Donc, c'était amusant Drôle, aussi. ouais. Donc, cette censure, on est toujours sur vouloir contrôler, surveiller les gens, contrôle de masse, et on censure. Parce qu'au final, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? C'est pas le problème. Ça peut amplifier un problème, mais ça ne le résout pas. C'est pas parce qu'on cache quelque chose que ça change quelque chose. Derrière, est-ce que les émeutes vont s'arrêter? Est-ce que non, ça va rien changer du tout. Par contre, il y aura une source d'information qui ne sera pas contrôlée. Et on en revient à une petite Ça, pardon, juste en tant que policier, vous qui avez fait du terrain, vous pensez vraiment que parce que maintenant toutes les manifestations s'organisent quand même à partir des réseaux sociaux. Vous êtes sûr que ça peut pas modifier un comportement? Ça peut modifier un comportement, mais c'est toujours pareil. Les gens s'adaptent. Hum. Je prends l'exemple de la criminalité, donc qui n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, mais on sécurise un périmètre pour la criminalité. Les criminels se déplacent ou changent de méthode. Là, pour l'organisation, les gens qui sont dans des mouvements alternatifs, qui veulent manifester, qui veulent s'organiser, ils trouveront d'autres moyens alternatifs.
Prenons par exemple Hong Kong. Hong Kong, à un moment, ils étaient censurés quand ils ont fait des manifestations. Qu'est-ce qu'ont fait les gens? Ils sont allés en manifestation, ils ont tous mis leur téléphone en mode Bluetooth, ils communiquaient en réseau court pour pas être chopés par les services de police chinois. Donc les gens s'adaptent au final. Donc au final, c'est une fois de plus, je reprends pour la censure des réseaux sociaux me fait penser à quelque chose, c'est quand par exemple un ministre, M. Darmanin ou consort, censure une association ou ferme un lieu de culte parce que c'est pas bien, par rapport aux valeurs qu'ils veulent eux promouvoir. Au final, les gens qui étaient à cet endroit sont dispersés dans la nature et sont plus compliqués à surveiller. Censurer le réseau social revient à la même chose. Les meneurs qui pourraient être surveillés parce qu'ils sont idiotifient, les gens sont gentils, ils mettent tout sur les réseaux sociaux. Donc pour savoir qui fait quoi, au moins les services de police ont les informations. Fermer ça, ça censure, donc on voit plus rien. Donc pour l'opinion publique, c'est circuler, il n'y a rien à voir, tout se passe bien, alors que les gens vont continuer en sous-main. Et là, les services de police et de renseignement qui ont été détruits depuis Nicolas Sarkozy, que personne n'a remis au niveau depuis, vont sortir les rames pour essayer d'aller trouver quelques brides d'information, comment les gens vont s'organiser. Et on va se retrouver avec des manifs surprises. Sur les réseaux sociaux, peut-être que les manifestations ne sont pas déclarées, ne sont pas faites dans le cadre légal, normal, etc. Mais au moins, on sait qu'elles vont arriver. Donc, on peut prévoir un encadrement, essayer de contacter les gens. Maintenant, si c'est caché sous le tapis, ce ne sera plus dit. Et les manifestations, donc qu'est-ce qui va rester filtré? Quand il y a une manifestation sur les réseaux sociaux, ça appelle des gens effectivement qui peuvent être durs, mais ça aussi amène des gens qui sont plus modérés. Donc ce qui peut permettre des fois un équilibre le jour de la manifestation. Dite, là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il n'y en aura que les plus actifs, les plus, j'ai dire, investis, qui peuvent des fois être le plus à même à amener des débordements. Oui. Donc, en dehors d'un point de vue donc sécurité publique, c'est contre-productif. Et d'un point de vue qui m'intéresse aussi, liberté d'expression, je trouve ça très, très dangereux, une fois de plus, où on a un gouvernement qui, on surverrouille avec l'ARCOM, on verrouille les réseaux sociaux et on verrouille au fur et à mesure, et encore, on parlera peut-être de la loi narcotrafic, qui va aussi surveiller les messageries privées. Donc, en fait, on est sur du contrôle social de masse. Donc, ça s'inscrit dans une logique de masse et c'est ça qui est très inquiétant, en dehors du fait que les gens s'organiseront, les réseaux sociaux pourront perdurer. Je vais prendre l'exemple pour finir sur cette boucle où les gens peuvent s'organiser. RT France a été censuré en Europe, donc le média qui était financé par la Russie en partie. Les gens ont juste à mettre un VPN et peuvent continuer de suivre ce média s'ils le souhaitent. Donc là, ce n'était pas forcément des jeunes, donc ça n'a pas forcément eu un grand succès. Ça, Mais si jamais les réseaux sociaux, tous ceux qui sont adeptes de Snapchat, TikTok et tous ces trucs-là, eux seront adeptes aussi d'un VPN et de le mettre facilement parce que plus adeptes et au fait des nouvelles technologies. Donc le cœur de cible là est improductif en plus d'un point de vue technologique. Alors, Régis, mais avant, chers amis, la moitié n'ont pas encore mis de pouce. Donc, vraiment, allez-y avant que. Quelle honte. Oui, Ils vont être déclarés inéligibles. Donc, oui, alors. J'aime beaucoup la façon dont Alexandre, je lui fais un compliment là, aborde les questions à partir des impératifs du maintien de l'ordre. C'est une question assez compliquée, la question des réseaux, parce que c'est une explosion numérique. Si on imagine ce que c'était que le pays il y a 20 ans, la question Internet, ça a été complètement bouleversé. Il y a deux problèmes par rapport à l'utilisation de ces réseaux. C'est l'information, de la communication. Ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est vrai que les pouvoirs publics, lorsqu'il y a une crise forte, alors je ne vais pas passer par la Nouvelle-Calédonie, je vais rappeler les émeutes, les 3 semaines d'émeutes après l'affaire Naël de Nanterre, où effectivement, les réseaux pouvaient être des moyens de mettre de l'huile sur le feu, des moyens de communiquer pour que le désordre continue à s'installer. Il fallait voir en plus, rappelez-vous, le désordre. Donc, que l'on encadre cette communication, dans le principe, ça ne me gêne pas. Je dis simplement que sur la question de l'information, le caractère profondément négatif d'une information que je vais appeler mainstream, officielle, totalement verrouillée, totalement au service du pouvoir, qui ment sur les plateaux à longueur de journée. Coucou LCI à propos de l'Ukraine, mais bon, il n'y a pas que sur l'Ukraine, mais c'est tellement caricatural que je prends cet exemple. Ce serait bien aussi de leur faire respecter les réglementations. Bien, ça c'était pour dire que qui met de l'huile sur le feu au final, hein, qui met de l'huile sur le feu, certes les réseaux. Alors aussi, et il faut y faire attention. Et je constate qu'une fois de plus, le pouvoir a essayé de se doter de la compétence maximum. Le juge administratif a fait un peu semblant de contrôler, et comme souvent avec la jurisprudence administrative, on voit que
la régulation va être essentiellement prétorienne, ce qui veut dire que l'appréciation de l'intensité du contrôle, de l'intensité de la censure, relèvera du juge a posteriori, une fois que la mesure sera prise. Donc, ça va prendre du temps, ça. Et on sera de nouveau, parce que les réglementations ne sont pas assez claires, on sera de nouveau à la merci du juge. Il faudra demander au juge, est-ce que ceux qui voudront le faire, ceux qui déposeront des recours, c'est ce qui s'est passé pour la Nouvelle-Calédonie. Donc moi, personnellement, excusez, c'est un tropisme, je ne fais pas confiance au juge, je ne fais pas confiance à la justice. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, la justice, et d'ailleurs, la justice, elle est là pour être justement débattue et pour être enfermée dans des règles. Dans des contre-pouvoirs, ouais. Oui, non, et puis des procédures. Oui, Il faut oui, qu'il y ait des débats ouais. contradictoires, qu'on ait acté. On en parlera peut-être sur la loi narcotrafic. On y arrive. Mais j'ajoute, concernant la critique des décisions de justice dont parlait tout à l'heure Alexandre à propos de la duplicité, de l'hypocrisie de M. Darmanin, que on entend beaucoup ces temps-ci, on ne doit pas critiquer les décisions de justice. Bien sûr que si. La nature d'une décision de justice, c'est d'être critiqué. Quelqu'un qui fait appel, il la critique dès le début. Évidemment. Et quand il va venir devant la cour d'appel ou le degré supérieur de juridiction, il va la critiquer. Et j'espère qu'en ce qui concerne celle qui a été rendue le 31 mars, la déchiqueter. C'est ça, c'est normal. Alors il y a un texte, un vieux texte, il ne faut pas jeter le discrédit sur les décisions de justice. Bah, je suis désolé, quand on lit le jugement tel qu'il a été rendu, l'espèce de tract politique, Oui. la moindre des choses, c'est de dire c'est de n'importe quoi, on ne peut pas faire autrement. D'accord, alors allons sur cette loi narcotrafic dont vous avez déjà tous les deux parlé. C'est parfait, vous me faites des teasings, comme on dit. Donc, mardi dernier, le texte de loi narcotrafic qui a été proposé, je le rappelle, par Bruno Retailleau et Gérald Darmanin, vos deux chouchous, a été approuvé par une large majorité à l'Assemblée nationale. 436 voix quand même, pour 75 voix contre. Faut préciser que les insoumis s'y sont opposés, les écologistes et les communistes. Qui proposent donc deux choses, la création d'un dossier coffre, et de créer des brèches dans les messageries sécurisées, backdoor ou portes dérobées, qui permettent, qui peuvent poser des questions en matière de sécurité et de violation des droits fondamentaux. C'est en tout cas ce que disent notamment les entreprises de messagerie privée qui annoncent qu'elles vont quitter le territoire si ces backdoors sont mis en place. Alexandre Langlois, en quoi ça vous pose problème ? Ça me pose problème pour plein de raisons. Déjà, on a un principe constitutionnel qui est le secret de la correspondance et de pas la non-violation. Déjà, donc ça, c'est une violation du secret de correspondance, un principe constitutionnel dont on va s'asseoir dessus facilement par une loi, ce qui me pose déjà un problème, déjà sur la hiérarchie des normes. Sur la deuxième chose, c'est que sur ces contrôles, en fait, on va contrôler tout le monde de base. Tout le monde va pouvoir être contrôlé et vérifier les messagers privés. Personne ne va savoir s'il va être contrôlé ou pas. Je repense en parallèle à la loi qu'ils avaient fait sur les écoutes téléphoniques, où ça peut être demandé par un juge d'instruction dans le cadre d'une enquête, etc., ou ça peut être fait également par le Premier ministre, qui est un organe de contrôle qui doit vérifier si jamais la demande du Premier ministre est légitime, respecte des choses. Mais en cas d'urgence, le contrôle se fait a posteriori. Ce qui veut dire que les informations sont déjà collectées par le gouvernement. Et une fois que les informations sont collectées, après, ils peuvent dire « Oups, on s'est trompé ». Mais le problème, c'est que les informations ont déjà été analysées, contrôlées et bien mis dans les petits tiroirs. Et on dit « Oh là là, on vous promet, on efface tout ». Sauf que les personnes, on ne va pas leur effacer leur mémoire. Ils auront quand même les informations qui n'ont absolument rien à voir avec un problème qui était ciblé à la base. Donc là, c'était pour l'antiterrorisme. En plus, les commissions de contrôle administratif sont payées par l'État. Il faut qu'ils aient les moyens de contrôler l'action du gouvernement duquel ils dépendent, ce qui pose aussi un problème de liberté à côté. Donc là, on est sur la même chose. Contrôler les messageries, ça veut dire qu'on va contrôler tout le monde. Ça veut dire de masse et un contrôle Mais c'est-à-dire de quoi masse. créer des brèches dans les messageries sécurisées ? C'est que derrière, c'est-à-dire qu'il y a des portes dérobées, ce qu'ils appellent, où on peut aller vérifier. Les messageries sont censées être cryptées et par exemple, la NSA se réserve le droit dans différents logiciels de cette entreprise américaine d'aller vérifier ce que vous faites sur votre ordinateur par des petites portes où ils ont un accès en mettant tel code, ils peuvent arriver là. Donc cette brèche peut servir les services de l'État quand ils ont les codes, mais aussi ça sert également les hackers. Parce que les hackers sont très contents de passer par ces petites portes dérobées. Donc, en plus de faire une surveillance de masse, ça met une insécurité et laisse les hackers venir là. Donc après, est-ce que le préjudice des hackers qui peuvent concerner toute la population française est un risque à prendre par rapport au narcotrafic qui ne concerne pas toute la population française ? Il crée une porte là où il n'y en avait pas, c'est-à-dire qu'il crée une insécurité en fait. Et il crée une insécurité, une fragilisation du réseau.
Donc le réseau, donc pour nous, ça ne va pas changer grand-chose parce que moi qui ne suis pas un adepte de tout ça, je ne saurais pas découvrir une porte dérobée et m'en servir. Mm. Par contre, les hackers, eux, seront très contents de pouvoir passer sur des messageries censément cryptées. Donc, et venir se servir et faire leur marché, faire chanter les gens, etc. Donc, ce qui veut dire qu'on viole le secret de correspondance, on facilite le travail des hackers pour un but qui n'est finalement pas forcément atteint. C'est-à-dire, quel est le plus gros préjudice? Un préjudice qui concerne toute la population française, ou alors que le narcotrafic qui concerne une partie de la population française. On n'est pas tous confrontés, même Oui, si parce c'est un que tout grave ça, problème. dans l'objectif, évidemment, je le rappelle, de lutter Voilà. contre le Dans le narcotrafic. narcotrafic. Au final, ça permet un contrôle social général, parce que Eh quand oui. le gouvernement va avoir des informations sur tel ou tel, voilà. Par exemple, je prends l'exemple, qu'est-ce qui va se passer quand M. Darmanin et M. Retailleau vont mettre sur écoute Joël Guerriot, sénateur du bord de la majorité, pour sa drogue? Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont faire le tri entre les informations politiques et les informations qu'il a avec ses dealers? Mm. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il n'y aura pas des soupçons tout d'un coup de tous les députés et tous les élus qui se droguent? Est-ce que ce ne serait pas intéressant de les mettre, de vérifier leur petite messagerie? Et puis quand on vérifie la messagerie, du coup, il y a des choses qu'on n'aurait pas dû savoir, mais qu'on les sait maintenant. Qu'est-ce qu'on va en faire? Mm. Nos amis du gouvernement, moi, je ne leur fais aucune confiance. Voilà, je laisse le coffre numérique Et à est-ce qu'ils peuvent, Régis. est-ce qu'ils peuvent oui, le dossier COP, c'est intéressant, on va demander à Régis en effet, mais est-ce qu'ils peuvent considérer par exemple qu'Alexandre Langlois peut être dans le narcotrafic juste par principe pour en fait lire votre correspondance? Il pourrait. Et on a eu déjà l'exemple, je reprends encore les prérequis, par exemple, au moment où il y a eu les attentats au Bataclan. Ils ont dit on va faire des perquisitions administratives pour aller plus vite. Sur les 4000 perquisitions administratives, il y en a 2 ou 3 qui ont abouti pour fait de terrorisme. Et encore, c'était pour confirmer des enquêtes en cours parce que les cadres juridiques ne permettaient pas de faire ce que la police voulait et le pouvoir public. Ce qui veut dire qu'il y a eu 4000 perquisitions administratives qui n'avaient absolument rien à voir avec l'antiterrorisme. Mais ils ont quand même fait des perquisitions administratives. Ils ont dit oh là là, on n'a rien trouvé. Par contre, on a trouvé du stup, on a empêché des écologistes de manifester parce qu'à l'époque, c'était la COP 21, on a fait ça avec ça. Oui. Et aujourd'hui, quand on boucle la boucle, je rappelle qu'Emmanuel Macron a permis le fichage des opinions politiques, religieuses, syndicales, etc. Donc, en fait, si jamais les informations sont faites, on dira on enlève du côté des écoutes, ce n'est pas dans le narcotrafic, mais du coup, on a l'information, on va vous ficher de l'autre côté. Et bien sûr, une fois qu'on Et l'a. puis, comme vous n'aurez pas les informations parce qu'on passe par une porte dérobée, vous n'aurez pas tout ça. Donc, qu'est-ce que vont dire les gens? Est-ce que les gens seront aussi libres quand ils parleront sur leur messagerie? Comment ça va se passer? Donc, du coup, ça pose beaucoup de questions. Ça me fait penser un petit peu la volonté. J'avais un copain qui était allé en Russie après la chute de l'URSS où il avait dit c'est le pays des chuchoteurs. Parce que tout le monde, à chaque fois, chuchote, parce qu'ils ont peur d'être surpris par les services de renseignement de l'État et de dire quelque chose qui pourrait déplaire à l'État. Donc là, l'État contrôle les réseaux sociaux, contrôle la télé, il veut retourner à l'ORTF, et maintenant veut contrôler nos messageries privées. Et je rappelle, je ne sais plus quand, il y a un moment, il voulait aussi contrôler nos courriers. Je ne sais plus pour quel motif, mais il y avait un moment, il pouvait contrôler les courriers également. Donc en fait, ils veulent contrôler tous les moyens de correspondance pour savoir ce que les gens se disent. Et je rappelle que pendant le Covid, pour que les gens ne se voient pas, ils n'avaient pas le droit de se rassembler. Donc en fait, on ne peut plus correspondre par messagerie, par courrier, par réseaux sociaux, on ne peut plus être informé par la télé, on n'a plus le droit de se rassembler. Au bout d'un moment, la Corée du Nord, ils vont plus savoir quoi faire pour se distinguer des petites dictatures en avance sur leur temps, quoi. Oui. Voilà, donc très dangereux. Et au final, quand même, le point de vue sécurité publique, est-ce que ça sert la lutte contre le narcotrafic? Oui. Non, ça ne sert pas la lutte contre le narcotrafic. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Ouais. Voilà, même Parce chose que parce pour eux, l'antiterrorisme. ils vont savoir passer sur autre chose, c'est ça que vous voulez dire. Déjà, les délinquants ont toujours un temps d'avance. Voilà, exactement. Deuxième chose, ils choisiront d'autres messageries. Je rappelle que, par exemple, il y a les messageries, mais des fois, les réseaux de délinquants et de criminels organisés peuvent se servir de messageries dans des jeux vidéo. C'est-à-dire que il y a tellement de jeux vidéo, de plateformes, de jeux fantômes, ils vont dessus, personne ne va vérifier, et sous couvert, donc ils peuvent passer par là. Et l'autre chose aussi, c'est que les vrais criminels ne passent pas par des réseaux sociaux, ne passent pas par des messageries cryptées. Ils se rencontrent, ils font des choses avec les choses sérieuses. Et donc là, une fois de plus, ça demande du renseignement humain qui dit comment ça se passe à tel endroit, dans tel cave, il y a eu tel deal, il y a eu telle chose. Et maintenant, il faut qu'on mette les choses en place. Et ça, il n'y en a plus parce que Nicolas Sarkozy a tout pété en détruisant les RG en 2008. Et depuis, aucun gouvernement n'a les a mis en place. Donc, ils misent tout sur le numérique, sur le contrôle. Donc, une fois de plus, on pourra choper les mauvais, les nuls, mais les vrais gros trafiquants, Ou les citoyens, les gros bonnets, ou les citoyens, mais là, c'est pas les choper, là, c'est les contrôler, c'est encore pire. Et là, je parle pour le narcotrafic pur et dur, c'est qu'on pourra choper les petits dealers et les petits trucs, mais les gros bonnets, on les aura pas. Donc, du coup, c'est pour se faire plaisir, voilà. Voilà. Donc, au final, je reviens toujours à la même chose sur ce narcotrafic. Commençons par la tête de l'État. Voilà, ce sera rigolo de mettre Emmanuel Macron. Peut-être, si jamais on a un doute sur sa consommation de drogue, ce serait rigolo que M. Retailleau ait les comptes rendus de WhatsApp de Emmanuel Macron. Voilà. Oui, voilà. c'est ça, ce serait intéressant. Alors, Régis, j'imagine que vous allez réagir à ça. Et puis, il y a aussi ce fameux dossier coffre, parce que là, ça concerne les avocats.
Alexandre a fait un tour complet du problème sur l'impératif que le pouvoir veut de mettre en cause les libertés publiques avec l'objectif fort honorable de lutte contre le narcotrafic. Et sa conclusion, c'est de dire de toute façon, ça ne servira à rien concernant le narcotrafic. Bon, je veux dire, c'est un constat. Eh bien, non, mais il a raison. Oui. Il a raison. Alors, juste une petite anecdote avant de parler de ce coffre-fort. Sur le secret professionnel, effectivement, le secret professionnel des avocats, il doit être garanti, il est absolu. Il fait partie de ces fameuses règles dont je parlais tout à l'heure sur la façon dont se déroule la justice pénale. Donc, ce secret professionnel, comment le garantir quand il y a des conversations téléphoniques? On ne peut pas mettre un avocat sur écoute, le téléphone de l'avocat ne peut pas être mis sur écoute. En revanche, la personne qui est poursuivie, mise en examen, impliquée dans une procédure, on peut la mettre sur écoute. Mais quand elle parle à son avocat, comment est-ce qu'on fait? Oui. Ah, la Cour de cassation a trouvé une très bonne technique. Bon, vous allez transcrire toutes les écoutes, vous allez donner ça au juge d'instruction, et le juge d'instruction, il va tout lire et il va dire, bon, ça, d'accord, c'est secret professionnel. Ça, c'est pas secret professionnel, mais il aura tout vu. Hein. Ah, bien Donc, sûr. si vous dites par téléphone à votre avocat, ben, finalement, maître, vous savez, je suis coupable, hein, le juge d'instruction va dire, ah non, 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 ça, je ne dois pas le savoir, hein, je ne dois pas savoir qu'il est Ça coupable. relève de la Donc, conversation privée, donc c'est pas pour moi. Oui. Non, non, ça relève de la conversation avocat. professionnelle, Pardon. justement, Oui, d'avocat. Bon, donc, c'est d'une hypocrisie extraordinaire. Le secret professionnel de l'avocat, et on l'avait vu avec l'affaire des écoutes de Nicolas Sarkozy, n'existe plus depuis longtemps. En revanche, alors cette histoire de coffre-fort, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est quoi un dossier coffre? Parce que c'est quoi la différence entre ça et le fameux secret professionnel qu'on est censé respecter, mais qui n'est déjà plus trop respecté? Non, là, ça relève de la question du débat contradictoire. C'est-à-dire que la procédure pénale ne peut être régulière que si, effectivement, la personne poursuivie, mise en cause, accusée, sait tout de ce qu'on lui reproche. Sur quel élément ça repose, etc. L'affaire Dreyfus, le scandale de l'affaire Dreyfus, dans sa condamnation, c'était qu'on avait remis pendant leur délibéré, au juge du tribunal militaire qui l'avait condamné, on leur avait remis un document dont la défense de Dreyfus n'avait pas eu connaissance. C'était effectivement par rapport à c'était mais la faute absolue, ça. Donc bon. Le problème, c'est que quand vous faites une enquête dans un narcotrafic tentaculaire, etc., il y a tout un tas de choses, et en particulier de méthodes, de suivi. Il y a des écoutes de gens qui sont un peu à la périphérie, etc. Et normalement, si dans la procédure, il y a des gens qui sont mis en examen, leurs avocats ont accès à toutes ces informations. Et on se dit, aïe, 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 c'est embêtant. Bon, la profession d'avocat, elle est comme les autres. Il peut y avoir des brebis galeuses, il peut y avoir des imprudences, il peut y avoir des inconséquences. Et donc, on se dit, comment protéger toute une partie de l'instruction sans violer le droit au débat contradictoire. Alors, ça fait longtemps que ça existe, Clémence. C'était ce qu'on appelait, nous, entre avocats, les dossiers poubelles. C'est-à-dire que vous aviez le magistrat dans plein d'affaires, les affaires politico-financières aussi. Le magistrat, il ouvrait une affaire périphérique et puis il mettait tout ce dont il n'avait pas envie que ce soit porté à la connaissance de la défense, il le mettait là-dedans. Dossier poubelle. Le coffre-fort numérique, ce serait ça. C'est-à-dire qu'on pourrait ranger dans une partie du dossier des éléments qui ne sont pas portés à la connaissance, au moins dans un premier temps, qui ne sont pas portés à la connaissance des avocats qui défendent ceux qui sont déjà mis en examen, mis en cause ou témoins assistés, ce statut permettant d'avoir accès au dossier. C'est ça. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors, les avocats sont furieux parce qu'ils disent que c'est une défiance vis-à-vis de nous. Ensuite, effectivement, ça porte atteinte au principe fondamental du débat contradictoire. Bah oui. Donc, c'est une question extrêmement délicate. Vous voyez, je veux pas... Mais c'est juste, pardon, mais ça veut dire que c'est hyper subjectif. On peut décider ce qui sera dans ce dossier poubelle, dossier coffre, comme...
Alors, normalement, c'est sous le contrôle on parle des instructions, là. Hein, donc, le système français, c'est un système inquisitoire, c'est-à-dire que c'est le juge d'instruction qui est un juge du siège, instruit à charge et à décharge, normalement, ce qui est une blague, il instruit toujours à charge. Et donc, c'est sous la responsabilité de la chambre d'instruction, qui est la cour d'appel du juge d'instruction, si vous voulez. Donc, oui, il y aura un côté arbitraire, il y aura, qui est extrêmement gênant. Oui. Mais il y a cet impératif. Je ne veux pas, si vous voulez, être sommaire non plus en disant qu'il n'y a pas de problème, que le débat contradictoire et que l'accès à tous les éléments, à tous les stades du dossier, tous les éléments de la défense ne présentent pas quelques risques de fuite qui sont autant d'alertes pour le réseau de trafic, qui implique beaucoup de gens. Donc, le problème, c'est qu'il faut que ce soit, non pas équilibré, l'existence, oui. le coffre numérique, ça me plaît pas beaucoup, parce que on sait très bien comment ça se passe après. Je veux dire, ça va être utilisé pour ça et de plein d'autres choses, de façon abusive. Donc, trouver un système qui permette de garder, quand c'est nécessaire, de garder la confidentialité. Ça, c'est pas si simple. Alexandre, concernant, comment est-ce qu'il s'appelle déjà le sénateur? J'oublie son nom à chaque fois. Joël Hein, Guerriau. Joël Guerriau, mais je crois que Kerbrat a voté contre le texte narcotrafic. Kerbrat, c'est Oui, l'autre, ce chez LFI, député LFI, etc. Il paraît. J'ai cru comprendre que. Oui, les que insoumis ont Oui, voté contre. pour les raisons de liberté publique et d'intrusion sur les réseaux, sur les messageries privées notamment. Mais ouais. c'est intéressant Oui, de voir oui, d'ailleurs bah ceux oui, qui ont non, voté mais c'est- pour. Lui, il s'est fait piquer dans le métro en train d'acheter un mineur. Bon, ça, c'est Ouais. encore autre chose. Mais ils sont toujours Aïe, députés aïe, aussi. aïe. Bon. Mais lui, il pose pas avec Bruno Retailleau en photo. C'est ça qui est rigolo. Bon, Donc, Joël Guerriau a des photos et de voilà. Et sur le, je te laisse finir. Après, j'ai une petite anecdote à finir. alors Vas-y. oui, Non, moi, alors, j'ai terminé allez-y vite sur parce le. que Nicolas Vidal, il sur- attend depuis sur 10 le minutes. là. coffre-fort. Oui. Ah, excuse-nous, Nicolas, mais c'était juste sur le coffre-fort et l'utilisation par la justice de preuves qu'ils ne veulent pas donner. Donc là, c'était au Conseil d'État, donc justice administrative, ce qui est un autre contexte, mais ce qui peut donner des idées au niveau judiciaire. Il y a eu un commandant de police, Philippe Pichon, qui avait été révoqué de la police nationale, mis à retraite d'office, sur une lettre qui avait été écrite par le ministre de l'Intérieur. Et les juges se sont basés sur cette lettre pour le condamner et le virer de la police définitivement, parce que c'était un lanceur d'alerte, bien évidemment. Et la défense n'a pas eu le droit d'avoir accès à cette lettre, parce qu'elle était confidentielle et classée. Ah oui. Donc, ce qui veut dire que déjà, la justice française a des prérequis pour justement condamner des gens sans que la défense ait tous les éléments pour se défendre. C'est quand même embêtant. Oui. Ah oui. Merci beaucoup Régis de Castelnau, merci beaucoup Alexandre Langlois. Allez, ce livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur, il faut le lire pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Également, Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. Merci beaucoup à tous les deux. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.